Il est 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce bulletin complet de l'information à la une de l'actualité de ce mardi 23 janvier. 109 jours de génocide sioniste à Gaza. Le bilan des victimes a atteint 25 600 martyrs et près de 70 000 blessés, alors que du côté de New York, une réunion au Conseil de sécurité se tient dans quelques instants. Une intervention du chef de la diplomatie algérienne est au programme. Nouvelle escalade en mer Rouge, la coalition américano-britannique a frappé le Yémen dans la nuit d'hier, sous couvert de légitime défense. Nous ferons le point dans ce journal. Dossier Cannes 2023, moins de 2 heures d'un match décisif entre l'Algérie et la Mauritanie. Nous irons voir notre envoyé spécial du côté de Bouaké pour tenter d'en savoir plus sur la composition d'équipe choisie par Jamel Belmadi. Enfin, zoom sur la coopération économique entre l'Algérie et le Venezuela, avec à la clé un potentiel indéniable qui ne demande qu'à être mis à disposition. Madame, Monsieur, bonsoir et nous entamons l'édition du soir en comptant les martyrs de Gaza comme chaque soir depuis 109 jours. Désormais, des chiffres qui donnent froid dans le dos. 25 490 martyrs et 63 354 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants. Tel est le bilan global du génocide sioniste sur l'enclave de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Le ministère de la Santé a indiqué que pas moins de 22 massacres contre des familles et des civils ont été commis par les forces d'occupation durant les dernières 24 heures. Ces crimes ont fait 195 martyrs et 354 blessés. Et au moins 20 dépouilles de martyrs palestiniens ont été transportées à l'hôpital Shifa au centre de Gaza, tandis que 4 autres, dont une enfant, ont été transférées à l'hôpital Abou Youssef An-Najjar à Rafah après un bombardement sioniste ayant ciblé des camps de repos abritant des réfugiés à El Mawassi à Khan Younes. L'on parle également de 40 martyrs signalés dans les hôpitaux ce soir. La région continue de faire l'objet de raids intensifs de la part de l'aviation de l'armée sioniste tout en subissant un siège complet, un acharnement sans précédent qui se manifeste notamment aux abords de l'hôpital Nasser, pris régulièrement pour cible par l'armée sioniste. Et plusieurs habitations ont été bombardées par l'armée d'occupation à Beit Lahia, au centre de Gaza, des maisons abritant la famille Dahnoun, tout comme le périmètre du camp Ashrate dans la même région, bombardé par l'artillerie sioniste. Bilan là aussi, plusieurs martyrs et plusieurs blessés. Et revenons justement au cas de l'hôpital Nasser. Il concentre la majorité des attaques contre les hôpitaux de Gaza. Durant les dernières semaines, cette structure médicale est aujourd'hui au bord de l'effondrement du fait du manque de moyens humains et matériels pour soigner les blessés qui arrivent chaque jour par centaines. Une situation jugée inqualifiable par le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf El-Qoudra. Et malgré tout le soutien et les moyens illimités qu'elle peut avoir, l'armée d'occupation sioniste compte ses pertes par plusieurs dizaines. Au moins 24 officiers et soldats ont été éliminés par la résistance palestinienne durant les dernières 24 heures, sans compter le nombre de blessés, la désillusion de l'armée d'occupation sur le terrain face aux opérations menées
par les brigades Al-Qassam et Saraya Al-Quds accentue la pression sur le gouvernement sudiste qui se trouve au bord de l'implosion. Et la résistance palestinienne prend plusieurs formes à Gaza, à l'image de ce jeune garçon qui s'est accroché à la vie après avoir passé plusieurs jours sous les décombres. Il a été sorti en vie, comme le montrent ces images. Et à l'occasion du sommet européen tenu hier à Bruxelles, le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki, hausse le ton face aux dirigeants européens et face à la léthargie dont fait preuve l'Union européenne lorsqu'il s'agit d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza. Je le dirai très ouvertement, très clairement à mes collègues européens. J'attends de vous que vous appeliez à un cessez-le-feu et que vous œuvriez en faveur de ce cessez-le-feu. J'attends de vous que vous condamniez la déclaration faite par Benyamin Netanyahou à propos de la solution à 2 États. J'attends de vous que vous commenciez à envisager des sanctions contre Netanyahou et d'autres qui détruisent réellement les chances d'une solution à 2 États et de la paix au Moyen-Orient. Je pense que vous en avez la responsabilité collective. Et près de 600 000 personnes confrontées à une faim extrême risquent de perdre la vie à Gaza. Après l'UNICEF, l'OMS ou encore de nombreuses associations présentes à Gaza, nouveau signal d'alarme sur la situation alimentaire signé Oussama Hamdan du mouvement Hamas. Plus d'un demi-million de nos concitoyens du nord de la bande de Gaza risquent de mourir de faim. Il s'agit d'environ 600 000 Palestiniens, des femmes, des enfants et des hommes. La région de Rafah, peu à peu transformée en un gigantesque camp de concentration. Des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens y ont été contraints de s'y réfugier pour fuir les bombardements et les exactions sudistes. Les camps de réfugiés de Rafah n'échappent cependant pas aux agressions sudistes qui font des dizaines de martyrs au quotidien. Les implications régionales du génocide sioniste à l'actualité également ce soir. La coalition occidentale menée par les États-Unis et la Grande-Bretagne a de nouveau frappé le Yémen, et ce, malgré les nombreuses mises en garde exprimées au Conseil de sécurité de l'ONU quant aux conséquences désastreuses d'une nouvelle escalade en mer Rouge. Safwan Ben Sabri nous en dit plus. En pleine nuit, depuis le porte-avions américain USS Dwight Eisenhower, un appareil américain décolle, direction Sanaa, capitale yéménite, pour une salve de bombardement. L'alliance anglo-protestante composée des États-Unis et de l'Angleterre continue de mener son offensive contre les Houthis, alors que ces derniers ont menacé les intérêts occidentaux et israéliens dans le détroit de Bab el-Mandeb, en représailles à l'agression sur Gaza. Ce que font les Houthis est inacceptable, c'est illégal et cela menace la liberté de navigation. C'est pourquoi nous avons pris cette mesure. Parallèlement à cette action, nous prendrons toute une série de mesures, notamment des sanctions et d'autres pressions pour mettre en place des sanctions contre les Houthis, en combinaison bien sûr avec les actions que la Royal Navy mène avec d'autres dans la mer Rouge. À Sanaa, l'heure est à la résilience. Habitués aux coalitions internationales, les Yéménites assument leur soutien à la Palestine, malgré les frappes de la veille. Ces frappes ne nous font pas peur et ne nous feront pas tourner la tête. Nous sommes fermes et soutenons la Palestine du fond de notre cœur. La Russie, grand adversaire de l'Alliance occidentale depuis février 2022, a protesté contre une offensive jugée comme une atteinte au droit international.
Le chef de la diplomatie russe fait le parallèle avec l'opération militaire en Libye, ayant laissé le pays en ruine depuis 2011. Il ne fait aucun doute que les États-Unis, le Royaume-Uni et certains de leurs autres alliés ont violé et piétiné toutes les normes imaginables du droit international, y compris la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui est appelée uniquement à protéger la navigation commerciale. Personne n'a autorisé quiconque à bombarder le Yémen. En fait, tout comme personne n'a autorisé l'OTAN à bombarder la Libye en 2011. Dans un échiquier international en mouvement constant, l'Occident se retrouve ainsi impliqué sur plusieurs fronts, la guerre en Ukraine, l'agression sioniste à Gaza et une coalition armée contre les Houthis, au risque d'essouffler ses forces. Et dans la capitale Sanaa, la Vox Populi ne se laisse guère impressionner par les frappes américaines. C'est ce qui ressort en substance des déclarations des citoyens. Ils assurent Gaza de leur soutien défectible. Les frappes aériennes américaines sont comme un jet d'eau pour une personne assoiffée. Je jure que cela ne nous fera pas peur et ne nous fera pas tourner la tête. Ils ne verront de nous qu'un feu et des flammes ardents, des cœurs en colère et haineux. En réponse à la destruction de Gaza et au meurtre de personnes innocentes, ils verront la colère, le feu et les flammes. Dieu est témoin de notre parole. Et avant de refermer ce dossier palestinien, le Conseil de sécurité des Nations Unies tient son débat public trimestriel ce mardi sur la situation palestine, notamment dans la bande de Gaza, avec la participation du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, chargé par le président Abdelmajid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne est arrivé hier à New York pour prendre part à cette réunion de haut niveau sur la question palestinienne. Cette réunion à laquelle participe l'Algérie comme seul membre arabe du Conseil de sécurité s'inscrit dans le cadre des efforts et des démarches visant à exercer davantage de pression pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettre fin à l'agression de l'entité sioniste et lever le blocus imposé par cette dernière aux efforts de secours et d'aide humanitaire, explique par ailleurs un communiqué des affaires étrangères à Alger. Allez, sans plus attendre, direction la Côte d'Ivoire pour notre dossier consacré à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et vous l'avez sans doute remarqué, une Coupe d'Afrique des Nations 2023 sans nul pareil et qui s'annonce pour le moment très passionnante et disputée. Après 2 matchs nuls, l'Algérie aura son destin entre les mains. Ce soir, face à la Mauritanie, les Verts ont la possibilité de prendre la tête du groupe en cas de victoire par 2 buts d'écart ou plus et de match nul entre l'Angola et le Burkina Faso. Coup d'envoi du match à 21h, heure algérienne. Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! 1, 2, 3! Viva l'Algérie! Mais pour l'heure, direction le stade de la paix à Bouaké où nous retrouvons notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Khaireddine. Alors Faisal, nous sommes à moins de 2 heures du coup d'envoi de cette rencontre décisive entre
l'Algérie et la Mauritanie. Pour ce qui restera du parcours des Verts, d'abord, a-t-on déjà une idée du 11 qu'a sélectionné, qu'a concocté Jamel Belmadi pour ce soir? L'on parle notamment de Houssam Aouar ou encore Boudaoui. Écoute, honnêtement, le 11 qui va aligner Jamel Belmadi, il n'est pas du tout probable parce que hier, on parlait de Tougaï à la place de Rami Ben Sebini. Le seul qui, on va dire, qu'on est sûr qu'il va jouer, c'est bien Houssam Aouar. Mais tout ce qui est milieu de terrain et attaque, pour le moment, d'après les dernières rumeurs, on parle de Boudaoui, on parle aussi de Amoura titulaire dès le début, on parle d'Ennadem Ounas. Donc, je pense qu'on ne peut pas savoir qui jouera ce match face à la Mauritanie avant qu'on distribue la feuille de match. Belmadi, c'est la politique de Jamel Belmadi. Il veut cacher ses armes, il veut cacher ce dernier, on va dire, cette dernière journée. Il veut avoir, on va dire, la surprise peut-être. Nous, on a parlé que Riyad Mahrez a une valeur sûre hier à travers nos antennes, mais là, on voit qu'il y a une possibilité peut-être de voir Adem Ounas titulaire. Mais je pense que l'Algérie, lors de ce match, elle va jouer l'attaque. Mais ce qu'il faut souligner, surtout, c'est que nous, le plus important et l'essentiel, c'est d'être qualifié premier, deuxième ou troisième du groupe. C'est pas très important. On avait la Guinée équatoriale, ce qu'elle a fait la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de souffrir face à la Gambie et qui n'est même pas sûr d'être qualifié. Donc, je pense le plus important, c'est d'être qualifié. Ce qui est bien, c'est qu'on a besoin juste d'un match nul pour être qualifié. Une victoire peut-être nous emmène vers une première place, c'est ce qu'on souhaite, mais il faut toujours voir le résultat du deuxième match à Yamoussoukro entre l'Angola et le Burkina Faso. Très bien fait, Salah. Vous venez justement, et à juste titre de le souligner, plusieurs scénarios s'offrent à l'Algérie, mais le meilleur, c'est de ne pas laisser place au hasard et au calcul, s'imposer ce soir pour garantir la qualification et pourquoi pas être leader de ce groupe. Exactement, Khaireddine. L'idéal, c'est de gagner ce match, d'avoir une victoire, de marquer. Ça va se jouer sur le mental. Et pour parler un petit peu de la stratégie de Jamel Belmadi, il me rejoint notre confrère Meher Mezahi, qui est journaliste collaborateur avec la BBC. Aujourd'hui, pour vous, Belmadi va jouer l'attaque. Ça va être beaucoup plus offensif? Ouais, j'ai l'impression que ça va être ça. Je pense qu'on va déjà aligner une équipe plus offensive et plus jeune. Je pense qu'il y a des fortes probabilités que Mohamed Amin Amoura, par exemple, commence le match. Et je pense qu'on va être un peu surpris par le niveau d'attaque qu'on va produire dans le jeu. Je pense que ça va être un peu ça, oui. Ça va être aussi un peu difficile parce qu'il faut souligner, Khaireddine, que la Mauritanie elle a perdu face au Burkina Faso à la dernière minute, penalty converti par Bertrand Traoré. Et quand on voit le match de l'Angola, 3-2, et il y avait de la qualité. Faisal Salah, une dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations du côté de Bouaké. Nsoué, buteur, l'attaquant de la Guinée équatoriale, buteur de cette Coupe d'Afrique. Bardet Bounedjah aura l'occasion de se distinguer ce soir, notamment peut-être, pourquoi pas, en marquant un doublé. C'est ce qu'on espère. Là, c'est l'attaquant de la Guinée équatoriale qui est leader des buteurs avec 5 buts. Et on a vu ce qu'ils ont produit comme jeu dès le premier match. Hein. C'est pas une surprise parce que la Guinée équatoriale, quand on revient un peu en arrière à l'édition précédente, elle a fait du mal à cette équipe d'Algérie à l'édition camerounaise. Ils sont sortis vainqueurs. Donc, je pense aujourd'hui, la Guinée équatoriale, c'est pas une surprise, mais c'est le fruit d'un travail. Et pour Bardet Bounedjah, je pense que Bardet, il est à son meilleur niveau. Bardad, il est en feu, mais on peut le dire. Bardad, il est en train de porter cette équipe d'Algérie. Même quand il ne marque pas des buts, il fait un très très bon job de tout le pressing qu'il fait, tout le combat physique et même dans le jeu, il est hyper bien. Dans le link-up play, comme on dit en anglais. Mais quand il marque en plus de ça, ça devient un attaquant pour moi de classe mondiale. Alors Bardad Bounedjah, il est dans son jour. On espère que Bardet Bounedjah sera dans son jour et aujourd'hui j'espère que Bardet marquera pas un seul but mais un doublé ou pourquoi pas un triplé et pourquoi pas marquer cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Faisal Salah, merci à notre confrère journaliste pour ces éclairages en direct de Bouaké. Je le rappelle, nous vous retrouverons Faisal lors de nos prochaines éditions. Restez avec nous, ce journal n'est pas encore terminé.
Dans le reste de l'actualité, coopération algéro-américaine, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu une délégation d'hommes d'affaires américains en janvier 2024, ce 23 janvier 2024, au siège de son département ministériel, une délégation d'hommes d'affaires américains conduite par les présidents du Conseil d'affaires algéro-américain USABC, Ismaël Cheikhoun et David Willem. La réunion s'est déroulée en présence de représentants du ministère ainsi que des représentants des plus importantes entreprises américaines opérant dans le secteur de l'énergie et des mines, telles que ExxonMobil, Chevron, Ecat Energy, ARC Energy, Nesr, Reasol, Philippe Group Mining, entre autres. Coopération économique toujours, cette fois-ci l'Algérie et le Venezuela s'orientent vers une coopération fructueuse dans divers secteurs, notamment agricoles, un partenariat en guise de pierre angulaire pour un avenir économique prospère entre Alger et Caracas. Mohamed Wali Belchaban. Avec des perspectives de coopération économique prometteuses, l'Algérie et le Venezuela émergent comme des partenaires potentiels dans divers domaines. Les deux pays, riches en ressources naturelles, affichent un intérêt croissant à renforcer leurs liens commerciaux et économiques, ouvrant la voie à des opportunités mutuellement bénéfiques. L'ouverture de la ligne aérienne entre Caracas et Alger rapprochera les opérateurs économiques des deux pays. Ils sont tenus de remplir ces avions de passagers et de marchandises. Les produits vénézuéliens pourront également être présents en Afrique et les produits algériens pourront être présents en Amérique latine. Caracas est considéré comme la porte de l'Amérique latine et des Caraïbes, tout comme l'Algérie est la porte de l'Afrique et de l'Europe. Je voudrais annoncer que le Venezuela met 13 millions d'hectares à la disposition d'investisseurs algériens, notamment dans le domaine de l'élevage bovin, et nous les invitons à conclure des partenariats avec leurs homologues du Venezuela. L'Algérie partage des similitudes économiques avec le Venezuela. Des partenariats stratégiques entre les entreprises algériennes et vénézuéliennes pourraient stimuler la production et explorer de nouvelles opportunités pour la dynamisation des échanges commerciaux entre les deux pays. Je salue l'ouverture de la nouvelle ligne entre Alger et Caracas, qui va réellement rapprocher les deux pays, les deux capitales, sur l'ensemble des plans, que ce soit le plan économique, culturel, mais aussi touristique. Aujourd'hui, quand même, on a vu une forte délégation d'hommes d'affaires vénézuéliens, donc ici à Alger. Ça démontre tout l'intérêt qu'ils ont du marché algérien. Il y a eu beaucoup d'échanges. Pour concrétiser toutes les opportunités qui se présentent aux investisseurs, des mécanismes diplomatiques et des accords bilatéraux solides sont nécessaires. Les gouvernements algériens et vénézuéliens devraient travailler de concert pour faciliter les investissements et créer un environnement favorable aux échanges commerciaux. Dans l'actualité également, une vague de grand froid meurtrière aux États-Unis s'abat sur le pays depuis plusieurs jours. Un lourd bilan a été annoncé aujourd'hui par les services météorologiques. L'on parle de 90 victimes, principalement dans l'État du Tennessee. Et le secteur de l'agriculture en Europe en pleine crise, après la Roumanie, la Pologne ou encore l'Allemagne, la gronde des agriculteurs atteint la France. Ce mardi, une agricultrice est décédée après avoir été renversée par une voiture sur un point de blocage mis en place par des agriculteurs dans la région de l'Ariège. Les rassemblements des agriculteurs en colère se poursuivent alors qu'un nouveau bras de fer s'engage entre les syndicats et le gouvernement français. Sur cette information s'achève ce 19h. Merci de l'avoir suivi. La suite de nos programmes avec l'échiquier international présenté par Tinhined Makassi.